Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence. Nous allons vous présenter le 8e rapport annuel du Haut Conseil pour le climat qui s'intitule « Danger climatique, la France face à ses responsabilités ». Je suis accompagné aujourd'hui par mes collègues membres du HCC, Céline Guivarch, Gonéry Lecozané, Paul Ledley, Selma Mahfouz et Valérie Masson-Delmotte. Nous allons avoir une présentation en 2 séquences, avec entre ces 2 séquences une série de questions, puis nous reprendrons à la fin des questions. Le rapport annuel 2026 évalue l'action climatique pour l'année 2026, pour l'année 2025, en tenant compte des évolutions jusqu'au mois de mai 2026. Et nous avons en duplex avec nous Marion Guillou. Pardon Marion de ne pas t'avoir cité au départ. Donc notre rapport porte sur le respect de la trajectoire de baisse d'émissions, les politiques publiques sectorielles, le cadre d'action publique et l'action diplomatique de la France sur le climat. Nous émettons des recommandations auxquelles le gouvernement devra répondre dans les 6 mois. Et nous sommes cette année dans un contexte particulier qui est caractérisé par les canicules. Nous allons y revenir. Et nous avons fait un bilan des 10 premières années de l'accord de Paris et du retour d'expérience en France. À partir de ce retour d'expérience, de notre analyse des politiques, nous proposons des orientations structurantes pour faire évoluer les politiques climatiques françaises à moyen terme, donc à l'horizon 2030. Nous avons donc vécu 2 canicules déjà. Fin du mois de mai, un épisode de chaleur sans précédent à cette période de l'année sur l'ensemble du pays. Puis à partir du 21 juin, une vague de chaleur d'une intensité exceptionnelle, des records absolus de l'indicateur thermique national. Vous savez que c'est également le mois de juin le plus chaud en Europe, une sécheresse extrême, des conditions propices aux incendies et une nouvelle vague de chaleur qui a démarré et qui est plutôt en train de s'intensifier. Dans ce contexte, le HCC souhaite rendre hommage aux victimes de ces canicules qui ont endeuillé notre pays. Nous adressons notre solidarité à leurs proches, ainsi qu'à l'ensemble des personnes éprouvées par les impacts du changement climatique, notamment celles qui sont en première ligne pour protéger la population. 10 ans après l'accord de Paris, les impacts du changement climatique deviennent de plus en plus dangereux pour la santé, pour les écosystèmes, pour les infrastructures et pour les activités économiques. Et dans le même temps, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, vous voyez que les conflits géopolitiques qui sont liés aux énergies fossiles prennent de l'ampleur, menaçant la souveraineté de la France, sa sécurité. Face à ces dangers, la France doit prendre ses responsabilités, réduire fortement ses émissions de gaz à effet de serre et protéger sa population, ses territoires et son économie. Cela nécessite un changement d'échelle des politiques d'atténuation et d'adaptation. Et je passe la parole à Valérie pour la partie sur les impacts et l'adaptation. Oui, donc un suivi que l'on fait chaque année. Le cœur de notre évaluation porte sur l'année 2025, mais nous l'avons étendu jusqu'au mois de juin 2026. Donc, premier constat, au niveau planétaire, le niveau de réchauffement planétaire dû aux activités humaines atteint jusqu'à fin 2025 1,4 degré de plus que le niveau pré-industriel et se poursuit à un rythme record. Il est désormais inévitable qu'un niveau moyen d'1,5 degré de réchauffement planétaire soit atteint d'ici quelques années, parce que les progrès dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont trop lents et trop limités par rapport à l'aspiration la plus ambitieuse de l'accord de Paris sur le climat. Le 6e rapport du GIEC avait d'ailleurs réévalué à la hausse l'amplification des risques climatiques, notamment avec une forte augmentation des risques dans une plage de réchauffement entre 1,5 degré et 2 degrés, et donc c'est ce qui est devant nous. Enfin, la variabilité naturelle du climat module d'une année à l'autre le réchauffement dû aux activités humaines. Ce n'était pas le cas en 2019, mais en 2022-2023, on avait l'effet notamment de l'événement El Niño, et un nouveau fort événement El Niño vient de démarrer et va notamment affecter les Outre-mer. Sur la diapo suivante, on met maintenant un focus sur le réchauffement en Europe et en France. Donc le réchauffement est amplifié au-dessus des continents, et notamment en Europe, qui est le continent qui se réchauffe le plus, 2 fois plus vite que la moyenne planétaire. Dans l'Hexagone, le réchauffement dû aux activités humaines atteint 1,7 degré sur la dernière décennie par rapport au début du XXe siècle.
Le réchauffement observé est plus fort, 2,2 degrés. Il atteint même 2,9 degrés en été. Et une conséquence directe et attendue de l'accumulation de chaleur dans le système climatique due aux émissions de gaz à effet de serre, et donc du réchauffement, c'est l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur terrestres et marines en 2025 comme en 2026 pour la France, mais également l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des sécheresses des sols, des conditions propices aux incendies et des pluies extrêmes. L'année 2025 avait été marquée par 2 vagues de chaleur, l'une particulièrement précoce et longue, l'autre particulièrement intense et longue mi-août dans le sud de la France. C'est à nouveau le cas en 2026 avec un épisode chaud exceptionnellement précoce en mai, une vague de chaleur record en juin et à nouveau une vague de chaleur très longue et qui s'intensifie actuellement. Les températures dépassant 40 degrés, extrêmement rares au XXe siècle, touchent maintenant de manière récurrente une large surface de l'Hexagone et portent un niveau de danger supplémentaire. Alors, si l'on revient sur l'évolution du climat à l'échelle planétaire, il reste possible de limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, mais les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas encore suffisants pour se placer pour une telle trajectoire. Donc, sur la figure de gauche, vous voyez en bleu l'extrapolation du scénario des politiques actuelles déjà mises en œuvre, sans tenir compte des contributions déterminées nationalement de l'accord de Paris et de leur mise en œuvre. Ce scénario conduirait à dépasser 2 degrés d'ici 2050 au niveau mondial et atteindre près de 3 degrés d'ici 2100 sur la base de l'extrapolation centrale et de la meilleure estimation de la réponse du climat. En l'état, en cas d'extrapolation haute de ces politiques climatiques actuelles, il n'est pas exclu que le niveau de réchauffement atteigne 3,5 degrés d'ici 2100, voire 4 degrés en cas de forte réponse du climat. Et à l'inverse, la mise en œuvre complète des contributions déterminées nationalement permettrait de limiter le niveau de réchauffement vers 2,5 degrés d'ici 2100. Donc la France s'est dotée d'une unique trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, anticipant les conséquences pour l'Hexagone et les Outre-mer d'un réchauffement planétaire de 2 degrés d'ici 2050 et 3 degrés d'ici 2100. En 2025, cette trajectoire a été élargie aux Outre-mer, pour lesquelles les conséquences sont marquées par une très forte augmentation du nombre de jours et de nuits chauds. Alors, sur la diapo suivante, ce que vous pouvez voir, c'est sur la base de cette trajectoire de référence, les projections d'évolution pour les vagues de chaleur dans l'Hexagone, avec une forte augmentation multipliée par 5 à horizon 2050 et multipliée par 10 en termes de nombre de jours de vagues de chaleur à horizon 2100 et sur une plage de saison qui s'élargit de plus en plus précocement au printemps et de plus en plus tardivement à l'automne. Les étés 2025-2026 montrent à quel point l'intensification des vagues de chaleur fait atteindre des niveaux de température dangereux. C'est pour cela que limiter le réchauffement futur en réduisant les émissions de gaz à effet de serre est essentiel pour éviter des risques intolérables ou ingérables. En 2025, la Cour internationale de justice a souligné les liens étroits entre protection du système climatique, des écosystèmes et des droits humains fondamentaux qui sous-tendent les obligations des États vis-à-vis du changement climatique. Tant que les émissions mondiales de CO2 ne seront pas à zéro net, le climat continuera de se réchauffer et les vagues de chaleur à s'intensifier. Mais l'Union européenne et la France peuvent mettre fin à leur propre contribution au réchauffement planétaire en allant vers des émissions net zéro de CO2. Alors si l'on revient sur l'aggravation des impacts du changement climatique, vous pouvez bien sûr constater tous la sévérité croissante des impacts scolaires, sanitaires, environnementaux, agricoles, sociaux et économiques, qui sont liés à la fois à l'intensification de multiples aléas climatiques et d'une large exposition. Il révèle également de multiples vulnérabilités des personnes, des infrastructures, des activités et des écosystèmes qui avaient été dimensionnés dans notre gestion pour un climat qui n'existe plus. Donc, le Haut Conseil pour le climat souligne le décalage entre les efforts réels d'adaptation et la forte augmentation des besoins d'adaptation dans un climat qui change vite. Il souligne la gravité notamment des impacts sanitaires en 2025, directement par la chaleur, mais aussi via un ensemble de maladies transmises par des vecteurs
dont les aires de répartition s'élargissent avec un climat qui se réchauffe. La ressource en eau est sous forte tension. Le changement climatique ajoute à ces tensions, avec un cycle de l'eau plus intense, plus variable, et une intensification des sécheresses et des pluies extrêmes. En 2026, malgré un record de pluviométrie en février, un niveau exceptionnel de sécheresse est maintenant atteint. Et en 2025, on avait déjà enregistré un record d'alerte pour les incendies, une large surface brûlée, et les risques de feux de forêt sont exceptionnellement élevés actuellement. On souligne aussi à quel point les impacts du changement climatique s'accroissent sur les écosystèmes, pour la santé des forêts et le puits de carbone lié à la végétation. Les vagues de chaleur marine extrêmement intenses ont de lourds impacts sur la vie marine, en Méditerranée par exemple, sur la pêche, l'aquaculture, mais aussi les récifs de coraux tropicaux. Alors, en ce qui concerne les impacts et pour les contenir, le Haut Conseil pour le climat souligne l'urgence de prioriser les actions d'adaptation et de changer d'échelle. Donc, renforcer l'adaptation est nécessaire pour réduire les risques et améliorer les conditions de vie des Français. La prévention est le levier le plus robuste pour contenir la sinistralité future. Et les actions d'adaptation ont de multiples bénéfices, bien au-delà des seules politiques climatiques, notamment pour la santé et la qualité de vie. Dans notre rapport annuel, nous soulignons à quel point c'est le cas pour les solutions fondées sur la nature. Nous montrons que l'adaptation actuelle privilégie des réponses incrémentales et technologiques qui traînent certains impacts, mais qui peuvent aggraver ou reporter les risques sur d'autres acteurs avec un risque récurrent de maladaptation, notamment autour de la question de l'eau, qui privilégie des approches orientées offre au détriment d'options orientées demande, qui peuvent aggraver les risques de pénurie en cas de sécheresse prolongée. Et les exemples de stratégies d'adaptation robustes consistent à éviter l'exposition aux risques, réduire la dépendance à la ressource en eau, et pour pouvoir tester la robustesse des mesures d'adaptation, il est important de compléter le scénario central de la TRAC par l'analyse des éventualités à haut risque, de sorte à pouvoir les prévenir et mieux se préparer. Cette année, nous avons de nouvelles recommandations concernant l'adaptation à court terme aux vagues de chaleur, donc notamment portant sur le dispositif de communication dès le mois de mai et jusqu'à septembre, la mise en place d'actions d'adaptation permettant des réponses sur le court terme pour les publics les plus vulnérables, notamment pour les établissements de santé, sociaux, médico-sociaux, les établissements scolaires et universitaires, avec des espaces de proximité végétalisés, frais, rafraîchis, ventilés, avec la pose de dispositifs de volets d'ombrage, de ventilateurs de plafond, mais aussi les réseaux de froid et les dispositifs de climatisation fixe performants. Enfin, nous soulignons l'importance de renforcer le cadre réglementaire en santé au travail en combinant les indicateurs liés à la température mais aussi à l'humidité, au renforcement du cadre réglementaire sur les logements dangereux en cas de forte chaleur, avec des enjeux à faire évoluer les règles d'urbanisme pour favoriser la pose de protection solaire. Et puis enfin, le besoin d'augmenter l'accessibilité de lieux publics frais, de points de baignade surveillés, accessibles gratuitement en cas de forte chaleur. Merci Valérie. On passe donc à la partie suivante qui concerne les dynamiques de transition au niveau international. Donc vous savez, nous sommes revenus sur les 10 dernières années et nous avons analysé une série de situations internationales, dont les conflits militaires. Et il est intéressant de noter que les énergies fossiles sont la principale cause du changement climatique, mais elles sont aussi liées depuis 70 ans à 13 conflits majeurs qui ont fait des millions de victimes et des dommages très importants au niveau économique et également au niveau environnemental. Donc bien sûr, ce qui se passe en ce moment, c'est la guerre au Proche-Orient qui a des conséquences à la fois en termes de victimes, mais aussi en termes d'exportation de gaz, de pétrole. Donc cela entraîne une très forte volatilité des prix du pétrole brut et du gaz naturel. Cela entraîne une flambée des coûts des énergies fossiles qui touche économiquement particulièrement les catégories de la population qui sont les plus vulnérables. Et puis cela s'accompagne aussi d'une augmentation très rapide des budgets militaires. Vous voyez, en 2024, plus 9,4%, c'est la hausse la plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale. Et cela crée une tension entre les budgets qui sont consacrés à la transition écologique, les budgets militaires. Sortir des énergies fossiles, c'est se protéger de cette volatilité, de ces chocs pétroliers qui touchent l'économie depuis longtemps. C'est avoir, grâce à la transition vers la neutralité carbone, une meilleure souveraineté,
mais aussi, en se dégageant de ces conflits, une meilleure sécurité pour la France. D'un autre côté, cette transition, elle nécessite des minéraux, des métaux critiques, et il faut donc viser une autonomie stratégique de ce point de vue, notamment eu égard à la dominance de la Chine sur les stratégies de raffinage de ces différentes ressources. Nous sommes dans un contexte de dynamique de transition qui est assez accéléré. En fait, on voit une décarbonation du secteur électrique. 43% de l'électricité mondiale est maintenant produite par des sources décarbonées, les renouvelables, le nucléaire. L'électrification des usages progresse assez rapidement. Pratiquement un quart des véhicules neufs vendus dans le monde en 2025 étaient électriques, alors en incluant, il est vrai, les moteurs hybrides. Et d'un autre côté, la transition du système alimentaire est très difficile. Vous savez qu'on a aujourd'hui une insécurité alimentaire mondiale qui est en augmentation. On a une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, une surconsommation de protéines animales qui se poursuit dans des pays riches et en transition. Et 15% des énergies fossiles mondiales environ sont consommées en réalité par le système alimentaire. Enfin, l'intelligence artificielle qui crée une concurrence inédite pour les ressources électriques et aussi pour les financements de la transition. Donc cela renvoie aussi à ces tensions sur les financements qui restent disponibles pour la transition écologique. Le bilan des 10 ans de l'accord de Paris, c'est un ralentissement du rythme de hausse des émissions au niveau mondial. On estime aujourd'hui, c'est le secrétariat de la Convention climat qui le communique, qu'en 2035, on aurait une baisse de 12% des émissions par rapport à 2019 si les engagements des pays sont bien tenus. Si nous n'avions pas eu l'accord de Paris, ce serait une hausse d'environ 20%. Donc vous voyez, il y a un changement, mais cet infléchissement reste structurellement insuffisant. La probabilité de contenir le réchauffement sous 2 degrés demeure encore faible, et donc il faut bien évidemment accélérer, avoir une baisse rapide et majeure des émissions. La Chine dépasse maintenant les émissions combinées des États-Unis, de l'Inde et de l'Union européenne. Et les émissions chinoises ont atteint un plateau en 2024 et en 2025, ce qui est une bonne nouvelle tout de même. Mais par exemple, il y a eu un rebond aux États-Unis. L'Inde, il y a encore une croissance assez forte des émissions. Il y a énormément d'arguments pour souhaiter atteindre la neutralité climatique. Il y a des arguments en termes de nombre de victimes du changement climatique dans le monde. C'est des millions de gens. Il y a des arguments également en termes de dommages constatés. Ce sont des centaines de milliards de dollars uniquement pour les biens qui sont assurés. Mais il est donc important de souligner l'argument économique, c'est que le coût de l'inaction climatique est bien plus élevé que le coût de la transition. Selon une estimation qui est modérée, celle du réseau des banques centrales, l'inaction pourrait coûter jusqu'à 30% du PIB, voire dans la variante la plus haute de leur modèle, 50%, donc du PIB mondial par an d'ici à 2100, du PIB mondial d'ici à 2100, contre un besoin d'investissement annuel supplémentaire de seulement 1 à 2% du PIB d'ici à 2030 pour la décarbonation. Donc c'est un écart considérable qui rend en fait rationnel que les grands émetteurs, que ce soit l'Europe, la Chine ou les États-Unis, aient une décarbonation, même si toutes les régions du monde ne se décarbonent pas au même rythme. Chaque fois qu'on va décarboner, même de manière unilatérale, on va faire baisser un petit peu le niveau de réchauffement et cela créera des gains de bien-être considérables pour les sociétés. Et puis il y a l'argument juridique qui a déjà été évoqué par Valérie, c'est cet avis de la Cour internationale de justice qui enjoint les États à suivre leurs engagements dans l'accord de Paris et à respecter l'objectif de 1,5 degré de réchauffement. Donc pour le respecter, c'est en effet difficile. Vous avez vu la courbe présentée par Valérie sur les tendances de réchauffement. Ici, ce sont les émissions en gigatonnes de CO2. Vous voyez que les émissions mondiales ont augmenté de 1,3% en 2024 par rapport à 2023. Eh bien, le scénario de ces politiques climatiques actuelles est bien supérieur en termes d'émissions à ce qu'il faut pour la zone de 2 degrés. Et même les contributions déterminées, inconditionnelles ou conditionnelles, selon le niveau d'engagement de tous les pays, sont en fait aujourd'hui très insuffisantes pour atteindre la trajectoire de 2 degrés, sans même parler du 1,5 degré qui est d'ores et déjà compromis. Alors, il reste possible de limiter le réchauffement nettement sous 2 degrés, mais il faut des efforts bien supérieurs aux engagements actuels des États dans le cadre de l'accord de Paris. Nous avons également eu un retour d'expérience sur les 10 ans en Europe et pour la France. Ici, nous vous présentons une frise chronologique du cadre juridique
à la fois au niveau international, c'est l'accord de Paris qui est en haut. Au niveau européen, c'est le pacte vert. Et également les principales lois pour la France qui figurent en les étapes, les différentes lois et décrets figurent en vert. Je ne vais pas les commenter en détail, mais vous les avez dans notre rapport. Donc ce que l'on peut dire, c'est que depuis le début du pacte vert européen, la France est dotée d'un cadre juridique climatique progressivement plus dense, mais dont l'effectivité reste incomplète. Nous avons des normes, mais leur mise en œuvre souffre d'un manque de moyens administratifs et financiers, de dérogations nombreuses, d'une tendance récurrente à réduire la contrainte juridique dès lors qu'elle devient politiquement ou économiquement sensible. Dans le rapport, vous trouverez également des chiffres sur les niveaux d'investissement qui ont augmenté, publics et privés, qui ont augmenté de 50%, mais qui, depuis 2024, ont tendance à baisser, moins 5%. Quoi qu'il en soit, les émissions brutes territoriales de la France ont bien baissé, de 22% en 10 ans, de 34% depuis 1990. Nous sommes assez alignés avec la baisse de l'Union européenne qui atteint moins 37% depuis 1990. Et il est vrai que nous partions d'un niveau d'émissions par habitant qui était déjà plus bas compte tenu de la décarbonation du secteur de production de l'électricité. Alors comment avons-nous pu baisser les émissions nationales ? Le HCC a conduit une analyse des leviers, des facteurs qui ont été mis en œuvre en distinguant des facteurs technologiques. Il y en a 3 principalement, l'intensité énergétique, le mix énergétique, l'intensité carbone. Et vous voyez que ces facteurs qui figurent en bleu sur la diapositive ont eu un rôle majeur dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre en millions de tonnes de CO2. Si vous regardez le sous-secteur dans le secteur des bâtiments, du résidentiel, c'est par exemple moins 20 millions de tonnes de CO2 en 10 ans. Et vous avez des effets majeurs également pour le transport routier de voyageurs, ou encore pour la production d'électricité. Donc, majoritairement, l'utilisation de ces leviers technologiques, alors que les facteurs socio-économiques pèsent, selon les sous-secteurs, à la baisse ou à la hausse. À la baisse dans le cas de l'élevage, puisqu'il y a une décapitalisation du cheptel bovin qui est due à des facteurs socio-économiques. Il y a les difficultés que rencontrent les exploitations agricoles, il y a aussi la pénibilité du travail des exploitants qui repassent à des cultures. Mais dans d'autres sous-secteurs, par exemple les bâtiments, eh bien, il y a une hausse. C'est l'augmentation de la population, c'est aussi l'augmentation des mètres carrés par habitant de logement. Donc, on a en réalité très peu mobilisé la réduction de la demande, la sobriété dans les transports, les bâtiments et les régimes alimentaires. Nous sommes aussi, vous le verrez dans le rapport, dans un contexte d'augmentation des précarités, de l'énergie, de la mobilité, de l'alimentation. L'insécurité alimentaire en France s'est développée et cela entraîne une incapacité d'une fraction significative de la population à accéder aux offres de transition. La rénovation, la mobilité décarbonée, l'alimentation durable. Et ça, c'est réellement un obstacle pour le soutien des politiques climatiques. On va y revenir, mais il y a une partie de la population qui se sent exclue de ces dynamiques positives de transition. Donc, pour récapituler sur l'analyse de ces 10 dernières années, quelques enseignements. Il faut agir vite, il nous reste très peu de temps. La décarbonation, c'est un impératif propre, ce n'est pas simplement un co-bénéfice de politique industrielle ou autre. Décarboner l'Union européenne, c'est important et cela ne demande pas que toutes les régions du monde fassent la même chose. On aura déjà des bénéfices pour le climat. Financer la transition, c'est indispensable. On peut le faire aussi en réduisant les subventions aux énergies fossiles. On peut combiner signal-prix carbone, c'est grâce au marché européen, notamment sur l'énergie et l'industrie qu'on a pu le faire, il faut l'étendre, la réglementation et les investissements. Il est impératif d'intégrer la justice sociale, sinon la transition ne pourra pas durer. Il faut garantir l'effectivité du droit climatique, préférer des options robustes, puisque le contexte international est remarquablement instable, à des optimisations fragiles, et privilégier des solutions systémiques, par exemple toutes les convergences qu'on peut trouver entre l'alimentation, la santé, la biodiversité, le climat. Ça a été documenté dans un rapport de l'IPBES. Privilégier donc les co-bénéfices, les solutions systémiques par rapport à des approches cloisonnées. Et enfin, il faut corriger le déséquilibre entre levier technologique et réduction de la demande, donc jouer beaucoup plus sur la sobriété et la réduction de la demande. Et il nous faudra préserver l'innovation, les coopérations scientifiques et technologiques internationales dans un contexte où il y a un certain déni du changement climatique, par exemple aux États-Unis. Voilà, donc je passe la parole à Paul pour le suivi des émissions nationales et le respect des budgets carbone.
Merci Jean-François. Je prends ça. Merci. Donc, pour atteindre les objectifs d'atténuation du changement climatique, la France a besoin d'avoir une baisse soutenue des émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'on constate dans notre rapport est que, autant qu'il y avait une baisse très importante en 2023 des émissions de gaz à effet de serre, cet rythme a baissé en 2024 et baissé encore en 2025, qui pose des problèmes. Ces problèmes ont été pris en compte dans la stratégie nationale bas carbone de 3e édition, prenant en compte cet ralentissement en 2024 et 2025, mais ça rapporte une accélération de baisse des émissions sur les années 2026 et 2027. Donc, où sont les causes de cette baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2025 ? Sur votre droite, vous avez un graphique qui montre des évolutions des émissions brutes. Et ce qu'on constate en 2025 est que la baisse d'émissions est surtout liée avec une baisse de l'activité tendancielle dans l'industrie. C'est la poursuite des baisses d'activité industrielle. Et l'élevage, surtout la baisse de la taille de cheptel bovin. Donc, par contre, dans le secteur transport, on est nettement en deçà du rythme nécessaire de baisse. Et donc, surtout, il faut mettre l'accent là. Et le deuxième constat qu'on fait, c'est qu'il y a des facteurs conjoncturels, surtout météorologiques, qui a fait en sorte que c'était plus difficile en 2025 de baisser les émissions que dans certaines années précédentes. Donc, pour le budget carbone, ce qui était assez intéressant de faire, c'est de regarder l'effort qui a été fait. Donc, sur ce graphique ici, sur votre droite, en bleu et vert, c'est les efforts qui ont été faits entre 2015 et 2025. Et en orange, l'effort à faire jusqu'à 2030. En vert, en orange foncé, les efforts à faire jusqu'à 2040. Et en rouge, les efforts à faire jusqu'en 2050. Et ce qu'on voit est que sur certains secteurs, comme les transports, il y a eu effectivement des efforts faits, mais les efforts à faire dans le futur sont énormes par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, concrètement, pour respecter le 3e budget carbone dans la stratégie nationale bas carbone 3, il faut accélérer le rythme de baisse d'émissions beaucoup, doubler pour un moyen de plus de 4% par an. Pour ce faire, surtout, il faut regarder des budgets sectoriels. Certains demeurent très incertains et nous donnent des pistes de réflexion pour identifier des besoins pour chaque secteur dans notre rapport. Donc, en contrepartie des émissions de gaz à effet de serre, on a des puits de carbone. Donc, les puits de carbone qui sont surtout les écosystèmes naturels. Donc, sur ce graphique, vous voyez sur votre droite, en bleu et en rouge, sont des émissions de gaz à effet de serre, sont surtout des zones cultivées et des zones artificialisées qui émettent des gaz à effet de serre. Mais en vert foncé, vous avez les parties vivantes des forêts et ils captent énormément de carbone pour compenser nos émissions. Donc, ce qu'on constate est que depuis 2015, cette capacité de capter le carbone est fortement dégradée, liée très étroitement avec des impacts de changement climatique, comme les sécheresses, comme des attaques par des insectes ravageurs qui sont associés avec le changement climatique. Et ça souligne d'abord le besoin de protéger et restaurer les stocks de carbone, surtout en forêt, mais aussi dans les zones humides et d'autres écosystèmes. Et il souligne aussi l'importance de prendre en compte la baisse de cette capacité de stocker de carbone dans les écosystèmes. Et effectivement, dans la stratégie nationale bas carbone 3, il prend en compte cette idée qu'il faut baisser les ambitions par rapport à les stratégies auparavant pour le stockage de carbone,
malheureusement, ça ne permet pas de respecter les objectifs européens pour la France pour 2030 en termes de stockage de carbone dans les écosystèmes. Et ce qui est aussi inquiétant, c'est que autant que cet stockage de carbone dans ces écosystèmes est absolument essentiel pour atteindre la neutralité carbone, les baisses de financement liées avec des politiques climat, biodiversité, forêt, agriculture sont incohérents, insuffisants par rapport à ces ambitions. Donc, il faut réussir de réduire l'émission sur l'ensemble des secteurs, surtout le stockage de carbone dans les sols agricoles, de réduire l'artificialisation des sols et surtout de s'appuyer sur l'adaptation de forêts au changement climatique qui devrait être renforcée. Et finalement, nous avons maintenant un plan national de restauration de la nature. On a vu à tel point que des écosystèmes peuvent capter le carbone, mais aussi un enjeu de biodiversité. Et il est possible de marier en grande partie, il y a des synergies importantes entre biodiversité et carbone. Et on a cette opportunité dans le plan national de restauration de la nature de s'appuyer sur ces synergies. Donc, le plan national de restauration de la nature, malheureusement, il n'est pas suffisamment aligné avec la stratégie nationale bas carbone 3. Et donc, il faut le renforcer, surtout pour les systèmes agricoles et les zones humides qui sont que très partiellement reprises dans le projet de restauration de la nature. En plus, nous avons des recommandations de mieux intégrer des territoires ultramarins qui sont à la fois riches en biodiversité et stock de carbone, et mieux orienter des financements en réduisant des financements qui sont dommageables à la biodiversité et le stockage de carbone, en privilégiant des mesures qui sont intégrées, ayant des bénéfices pour la biodiversité, pour l'eau, pour la santé et pour le climat. Merci. Donc, pour Céline, la partie suivante. Merci. Oui. Donc je vais prendre la suite pour passer au suivi des émissions et des politiques publiques par secteur, ce qu'on va faire par ordre décroissant en termes de part des émissions territoriales. Donc on va commencer par le secteur des transports, qui représente 34% des émissions territoriales. Donc les émissions sont en baisse depuis plusieurs années, mais à un rythme relativement faible et insuffisant. La baisse devra être multipliée par 2,4 en 2026 pour respecter son budget carbone et encore plus les années suivantes. La baisse, elle est cette année en particulier attribuable aux émissions du transport routier de marchandises avec une amélioration des taux de remplissage, une baisse de la consommation des carburants et le début de motorisation alternative. Et puis dans une moindre mesure, la baisse des émissions des véhicules particuliers en lien avec l'électrification. Donc justement, en termes de politique publique, les instruments sur l'électrification des véhicules ont gagné en cohérence et en efficacité. Mais le rapport note des efforts de financement qui restent à faire pour les infrastructures ferroviaires, pour les infrastructures de transport en commun et de mobilité active pour être à la hauteur des besoins. Des reculs ont été observés sur le vélo, sur l'aménagement. Enfin, on note un manque de politique publique pour la maîtrise de la demande et en particulier longue distance et en particulier sur l'aérien. Ensuite, l'agriculture qui représente 21% des émissions territoriales. Les émissions sont très faiblement à la baisse, principalement du fait de la décapitalisation de l'élevage bovin, on en a déjà parlé. Les politiques agricoles sont de moins en moins cohérentes avec les politiques climatiques. Les financements publics pour la planification écologique du secteur diminuent fortement, ce qui limite la possibilité de recourir à des mécanismes incitatifs pour compenser les baisses d'ambition réglementaire. Par ailleurs, les retards accumulés dans la transition du secteur n'ont pas permis d'augmenter la résilience des acteurs face au choc. Donc, les agriculteurs qui souffrent
des canicules, des effets sur les écosystèmes, les cultures et les élevages, et qui souffrent également dû au conflit géopolitique de l'augmentation du prix de l'énergie et des engrais. La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, pour la première fois, intègre les enjeux alimentaires, environnementaux, climatiques et de santé via une approche système, ce que nous saluons. Néanmoins, certains de ces éléments demeurent peu ambitieux d'un point de vue climatique et environnemental. Sur l'industrie, qui représente 16% des émissions territoriales, là aussi, le secteur poursuit et accentue la baisse de ces émissions, qui est en partie due à une baisse d'activité économique, une baisse de production. Alors le rythme de baisse, lui, doit être maintenu en renforçant l'implémentation des projets de décarbonation et des activités de recherche et innovation. Dans le cadre de la SNBC 3, le niveau d'ambition a été relevé sur la décarbonation de l'industrie, et l'industrie verte est identifiée comme un des moteurs principaux de la réindustrialisation. Dans le cadre européen, il y a des outils de politique publique qui sont utiles justement pour concilier enjeux de décarbonation, activité économique et souveraineté, notamment les mécanismes d'ajustement aux frontières. Mais ce cadre européen, il doit être consolidé et affiné. Notre rapport note dans le secteur de l'industrie des progrès sur les sujets d'adaptation, mais il reste une marge importante de progression. Et enfin, les enjeux autour de l'emploi, à la fois pour la transition et dans le cadre de l'adaptation, la protection des travailleurs, gagnerait à être mieux quantifié, soutenu et articulé. Le secteur des bâtiments, quant à lui, représente 15% des émissions territoriales. Le secteur a ralenti sa baisse d'émissions en 2024 et encore en 2025. Il y a les efforts en fait en matière de rénovation énergétique et d'électrification des bâtiments doivent se poursuivre avec une massification de la rénovation énergétique, ce qui demande un engagement sur le long terme, de la clarté, une filière professionnelle de la rénovation organisée. Et dans ce cadre-là, l'instabilité des dispositifs d'aide nationale, en particulier MaPrimeRénov', impacte justement la clarté et la crédibilité et la lisibilité sur le long terme et donc freine la transition. La réorientation politique via le plan d'électrification est une bonne nouvelle, mais ne doit pas se faire au détriment d'une ambition forte en matière d'efficacité énergétique et de sobriété dans les bâtiments. Le secteur de l'énergie, lui, représente 9% des émissions territoriales. C'est une spécificité française d'avoir un secteur de l'énergie déjà relativement décarboné. Les émissions baissaient à un rythme important depuis 2015, mais là, en 2025, les émissions atteignent un plateau. Et les réductions à venir seront d'autant plus difficiles qu'en fait, elles sont liées à la décarbonation d'autres secteurs. Par exemple, les émissions des raffineries ne peuvent être réduites que si le secteur des transports lui-même se passe peu à peu de carburants issus des raffineries. Donc c'est un secteur qui respecte son budget carbone, mais les objectifs de production renouvelable d'électricité ne sont pas atteints, et en particulier pour l'éolien. Les leviers mobilisés en termes de politique publique sont efficaces, mais le niveau de soutien reste insuffisant. Dans notre rapport, on note que la réponse à la crise énergétique liée au conflit en Iran a été beaucoup plus ciblée que la réponse à la crise de 2022, ce qu'on salue.
Ça permet des impacts budgétaires contenus, tout en réduisant la vulnérabilité des acteurs qui dépendent le plus des énergies fossiles. Enfin, on le disait aussi en entrée, donc la montée de la précarité énergétique nécessite des mesures de prévention et de soutien ciblés. Le secteur des déchets, qui représente 4% des émissions territoriales. Donc, les émissions du secteur baissent légèrement, très légèrement, depuis 2019, mais elles restent plus élevées qu'en 2015. Dans ce secteur, les stratégies sont très ambitieuses, mais manquent de mise en œuvre et de portage. La trajectoire dans la SNBC 3 a été revue, mais sans véritablement renforcer les mesures envisagées. Notre rapport conclut donc sur le besoin de mesures rapides pour le secteur, et en particulier du fait de délais entre les prises de décision et la traduction en indicateurs de progrès. Donc si le cadre d'action publique dans le secteur est véritablement en amélioration, la mise en œuvre nécessite d'être approfondie. Et sur spécifiquement les objectifs d'économie circulaire, ils sont encore non atteints malgré des progressions. Alors si maintenant on en arrive au tableau résumé de notre appréciation d'ensemble des politiques d'atténuation, alors je ne vais pas commenter tout le tableau. On note des améliorations dans les stratégies ou les instruments de politique publique dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des transports. Mais on met en évidence des risques notables ou sérieux de non-atteinte des objectifs dans tous les secteurs. Et on met en évidence des secteurs pour lesquels la situation est particulièrement préoccupante, avec des reculs, particulièrement l'agriculture, le secteur de la foresterie et les bâtiments. Pour ce qui est maintenant de l'empreinte carbone, donc l'empreinte carbone, elle comprend les émissions territoriales hors exportation et les émissions importées. L'empreinte de la France, elle est légèrement à la baisse. Aujourd'hui, les émissions importées elles constituent la majorité de l'empreinte carbone. Elles dépassent les émissions territoriales et baissent moins vite. Pour réduire les émissions importées, il faut à la fois cibler les produits et les services les plus concernés, combustibles fossiles, matériaux de construction, produits alimentaires et numériques, et renforcer la maîtrise de la demande, ainsi qu'avoir des clauses miroirs climatiques dans les accords commerciaux. Spécifiquement pour les transports internationaux, les émissions de l'aérien international dépassent aujourd'hui le niveau pré-Covid et s'éloignent de la trajectoire visée. La croissance de ce secteur pose des questions en termes de sobriété, de disponibilité des ressources en biomasse et de développement d'infrastructures. Merci Céline. Donc nous allons passer à une première série de questions. Oui, donc un premier paquet de questions sur les enjeux relatifs aux émissions. Donc je vais me limiter à 3 questions, puis on continuera avec les suivantes. Donc comment pouvons-nous atteindre une émission net zéro de manière réaliste, sachant que certaines activités productrices de CO2 restent essentielles ? Comment donc atteindre cette neutralité carbone et se retrouver à des émissions similaires à celles de l'ère pré-industrielle, alors que nous sommes... alors je reprends les propos pro-industrie et technologie de toutes sortes. Enfin, l'objectif de 2 tonnes par personne en France 2050, reste-t-il la trajectoire à suivre à titre individuel ? Et 2 questions sur les émissions importées qu'on peut regrouper. Avez-vous également considéré les émissions importées en lien avec la consommation ? Les émissions importées sont-elles intégrées à nos propres émissions ? Exemple, la viande qui n'est plus produite en France mais importée. Oui, merci. Alors je vais passer la parole à Céline pour répondre. Oui, alors donc atteindre net zéro sur le CO2, c'est une condition
nécessaires à l'échelle mondiale pour que la situation arrête de s'aggraver. Ça, c'est vraiment la physique du climat qui nous le dit. Maintenant, la France s'est engagée à atteindre net zéro sur l'ensemble des gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique de réduire fortement les émissions qui restent positives dans tous les secteurs. La SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone, elle donne une trajectoire en ce sens. On peut discuter de la trajectoire et la plupart des secteurs voient en 2050 des émissions qui sont extrêmement faibles. Il subsiste donc des émissions qui sont difficiles effectivement à réduire ou à amener complètement à zéro, en particulier les émissions de méthane dans l'agriculture par exemple ou de secteurs difficiles à décarboner. C'est pour ça que dans l'atteinte de net zéro, les émissions résiduelles qui subsistent sont contrebalancées par des absorptions, donc par des puits. Paul vous a parlé particulièrement du puits forestier, sur lequel il y a une inquiétude. Et donc, il y a une vraie question de protection de ce puits forestier pour qu'il puisse continuer à jouer son rôle. Et dans la stratégie nationale bas carbone, dans sa version 3, les puits sont aussi complétés à l'horizon 2050 par une petite partie de puits technologiques donc qui s'appuient sur la capture et séquestration du CO2 avec des enjeux de recherche et déploiement de ce type de technologies qui sont aujourd'hui à l'état de projets de recherche ou de prototypes. Il y avait une question aussi sur les émissions qui sont dues aux produits qu'on importe et qu'on consomme en France mais qui ont lieu ailleurs. C'est précisément, donc la diapo est encore à l'écran, c'est précisément la comptabilité en empreinte carbone. Donc les inventaires nationaux et ce qu'on rapporte dans le cadre de l'accord de Paris, par exemple, c'est les émissions qui ont lieu sur le territoire. Donc ce n'est pas l'intégralité de l'empreinte carbone, ce n'est pas l'intégralité de la responsabilité des acteurs français. Quand on regarde une autre comptabilité, la comptabilité en empreinte, ce qu'on fait, c'est qu'on va retirer les émissions qui ont lieu sur le territoire français pour produire des biens et services exportés, et on ajoute à l'inverse les émissions qui ont lieu dans d'autres territoires pour des biens et services que l'on importe. Pour la première fois, la stratégie nationale bas carbone, dans sa version 3, intègre aussi un objectif de réduction sur l'empreinte carbone. Et donc cette empreinte carbone, elle est à la baisse, hein, il faut le noter, elle baisse moins vite que les émissions territoriales. Et donc il y a évidemment un enjeu là aussi de maîtrise des émissions importées, avec des leviers qu'on a identifiés dans le rapport, je dirais même rappelé en fait, parce qu'on avait fait un rapport, il me semble, en 2020, un rapport spécial sur l'empreinte carbone. Oui, est-ce que je peux ajouter sur la viande ? En fait, effectivement, on importe de plus en plus de viande et malheureusement, notamment les viandes bovines importées de pays hors Union européenne ont une empreinte carbone beaucoup plus élevée, notamment parce que ça inclut la déforestation pour augmenter les pâturages pour les animaux. Donc en fait, quand on importe de la viande venant, vous vous souvenez du débat sur les Mercosur, de fait, on importe beaucoup plus de carbone que si la viande était produite chez nous. D'où le souci sur les clauses miroirs. Quand on a des accords commerciaux, il faudrait exiger des zones avec lesquelles on commerce qu'elles fassent, elles aussi, un effort en matière de politique climatique. Oui, merci Céline, merci Marion. Et on peut signaler d'ailleurs que nous n'avons pas encore aujourd'hui dans le calcul de l'empreinte la déforestation importée. Donc c'est l'une des limites méthodologiques et ça fait quelque temps qu'on demande à ce que ce soit corrigé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tout à fait. Donc, concernant les conséquences des émissions de gaz à effet de serre pour tout le processus d'extraction de lithium et autres minerais critiques, puis de fabrication des batteries,
Est-ce que l'impact du traitement de ces batteries est évalué, estimé, et notamment lorsqu'elles ont atteint leur fin de vie? Première question. Plutôt sur ces enjeux batterie, transport. Deux questions sur l'agriculture. Comment garantir simultanément un revenu digne aux agriculteurs, notamment l'accès à tous à une alimentation durable, sans faire porter d'arbitrage ni sur les producteurs, ni sur les consommateurs les plus précaires? Donc, sur l'agriculture, quelle réponse systémique, notamment, permettrait de dépasser les contradictions sectorielles entre alimentation, régulation des prix, financement solidaire? Donc voilà, cet enjeu filière. Et enfin, une question autour de l'énergie. Donc le Danemark vient d'annoncer un ordre de priorisation pour les connexions au réseau électrique, pour prioriser d'abord la santé et le chauffage. Que pensez-vous de ces enjeux de planification et de priorisation en lien avec l'électrification? Oui, merci. Alors, on va reprendre les questions dans l'ordre. Donc, il y a une première question, c'est finalement les batteries. Alors, vous savez que les batteries, il y a plusieurs niveaux de questions autour de ça. S'agit-il de batteries qui sont importées ou de batteries qui sont produites dans le cadre de l'Union européenne? Quelles sont en effet les extractions qui ont été nécessaires pour produire ces batteries? Et comment intervient le recyclage? Que fait-on avec le recyclage? Donc, peut-être je passe la parole donc à Valérie, c'est ça, pour commencer? Donc la première chose, c'est que l'empreinte carbone des batteries est prise en compte dans l'analyse en cycle de vie pour les véhicules électriques et montre en fait qu'en substitution par rapport à des véhicules thermiques équivalents sur l'électricité décarbonée française, il y a un extrêmement gros avantage aux véhicules électriques en tenant compte de l'empreinte carbone de la batterie. À peu près, en fait, on divise à peu près par 3 les émissions en cycle de vie des véhicules. Ensuite, le chapitre 1 du rapport annuel du Haut Conseil pour le climat mentionne en fait les minéraux clés pour la transition énergétique. Donc, il y a notamment le cuivre, le lithium, le nickel, le cobalt, le graphite et les terres rares. Il souligne en fait, notamment sur la base du rapport de l'Agence internationale à l'énergie, que la principale tension serait sur le secteur du cuivre. Et puis enfin, on peut aussi noter que il y a eu une forte diminution du prix du lithium depuis 2023, à peu près 80% de diminution. Et en fait, pour compléter, alors effectivement en France, là, depuis quelques années, on a l'Ofrémy qui s'intéresse en fait à tout ce qui est en fait extraction minière. L'Europe, c'est le seul continent dans le monde où les productions minières a baissé en fait au cours des dernières années, décennies. Et en réalité, en fait, si on est responsable vis-à-vis de cette question des minéraux, en fait, on produit localement peut-être au niveau de l'Europe, parce que en fait derrière, c'est des enjeux c'est des enjeux en fait. On veut pas exporter les externalités négatives de ce qu'on fait. Et donc en fait, tout l'enjeu, c'est effectivement, il y aura probablement une question autour de la réouverture de mines en Europe pour la transition et pour minimiser ces impacts. C'est le levier sobriété qui doit être actionné. Et donc ça, on le met bien en évidence. C'est intéressant à la fois en termes d'impact, mais c'est aussi intéressant en termes d'autonomie stratégique, en fait, de ne pas dépendre d'autres ressources. Donc je renvoie beaucoup à l'Ofrémy, là, c'est des aspects qui sont un petit peu dans le rapport, mais où il y a d'autres travaux qui sont en cours. Oui, un dernier mot. Donc pareil, dans le chapitre 1, on mentionne aussi le règlement européen qui est entré en vigueur en 2024 sur les matières premières critiques, parce qu'il y a aussi des enjeux de souveraineté, et qui souligne en fait qui a construit des objectifs contraignants sur les capacités d'extraction, de transformation et de recyclage d'ici à 2030, en fixant à 65% le plafond d'importation depuis des pays tiers. Et donc on voit en fait l'ensemble des dimensions, les gains en cycle de vie, les enjeux de sobriété et puis les enjeux de souveraineté. Merci. Donc la seconde question est sur l'agriculture. Je vais passer la parole à Marion. Oui, merci. Alors effectivement, c'est un peu la quadrature du cercle. Vous parlez de revenus dignes et de réponses systémiques. En fait, sur l'alimentation, la première chose qu'on met en avant, c'est que pour favoriser une alimentation durable pour tous, il faut veiller à l'offre alimentaire. C'est pas seulement le consommateur qui devrait bien choisir son alimentation, mais c'est surtout ce que lui proposent les distributeurs ou la restauration collective. Et donc, on a fait un certain nombre de recommandations sur l'offre et les environnements alimentaires dans des quartiers où il n'y a plus de supermarchés et simplement de la restauration rapide
disons, grasses et sucrées, le Yucca faucon ne marche pas. La deuxième chose, c'est effectivement les intrants. C'est-à-dire pour l'agriculture, cette année, le détroit d'Ormuz, augmentation du prix des engrais. Vous savez qu'il y a eu un plan d'urgence qui a été adopté. Comment faire pour favoriser enfin la culture de plantes qui absorbent l'azote de l'air et donc qui diminuent les besoins d'azote extrêmement demandeurs d'énergie pour être produits et donc extrêmement carbonés. Donc, toutes les politiques qui favorisent l'introduction de ces plantes qui ont la capacité d'absorber l'azote de l'air sont favorables, c'est ce qu'on appelle les protéagineux, et donc on insiste beaucoup sur l'intérêt de développer non seulement la culture, mais aussi toute la filière, parce que si un agriculteur produit de la luzerne ou un des protéagineux, mais qu'il n'y a pas les débouchés, évidemment, il est complètement coincé du point de vue économique. Le troisième point, c'est la politique agricole commune. Vous savez qu'elle est en cours de renégociation pour la période qui va aller de 2037 et ensuite. Et donc, on insiste énormément pour que ça prenne en compte, pour que ces budgets publics prennent en compte en priorité ce qu'on a appelé des biens publics, c'est-à-dire la mise à niveau en matière de résilience, l'adaptation des exploitations agricoles européennes. En effet, vous voyez sans cesse en ce moment des reportages sur la sécheresse, sur les difficultés pour les agriculteurs dans tel ou tel secteur. Il est essentiel, sachant que les vagues de chaleur seront de plus en plus fréquentes, comme le disait Valérie tout à l'heure, il est essentiel de repenser là aussi les systèmes de culture et d'élevage pour qu'ils soient adaptés ou qu'ils résistent du moins à ces périodes de chaleur qui seront de plus en plus nombreuses. Et enfin, le problème de l'eau. Vous savez que l'eau est largement stockée dans le sol. Actuellement, on parle de sécheresse parce que cette eau du sol, justement, est aspirée, est évaporée. Il est extrêmement important de repenser tous les systèmes qui permettent le stockage de l'eau dans le sol. Ce sera la première mesure, c'est-à-dire couverture des surfaces, pas de terre nue, ce qu'on appelle des couvertures des sols. Les haies qui permettent de garder l'eau dans le sol, ce qu'on appelle les méandres des feuves, c'est-à-dire tout ce qui permet à l'eau de ralentir et donc de percoler dans le sol. Tout ça, ce seront des mesures favorables pour une meilleure résilience aux périodes d'inondation et de sécheresse, donc à la variabilité climatique. Merci. Merci. Donc la troisième question porte sur l'électrification des usages et les priorités qu'il peut y avoir. Donc la situation de la France n'est pas forcément la même que celle du Danemark, puisque en France on a un modèle énergétique de production d'électricité qui repose en partie sur le nucléaire, en partie sur les renouvelables, avec un petit complément de centrales à gaz dans l'ordre des pics. Et ce que l'on peut dire, c'est que nous sommes actuellement dans une situation où il y a un surplus d'électricité que l'on exporte. Et par ailleurs, il est impératif qu'il y ait une électrification des usages si on veut réussir la transition. Cela donc s'accompagnera d'une augmentation des besoins d'électricité et ça peut en effet à terme poser des questions de priorité puisqu'a priori, même si on augmente les renouvelables et si on économise aussi de l'énergie, on peut arriver à des situations où il y a des questions de tension. Alors cette question, elle se pose particulièrement autour de l'enjeu des centres de données qui sont potentiellement des gros consommateurs d'électricité. Vous savez qu'aujourd'hui, on favorise leur implantation pour des raisons économiques. Ça pose aussi des questions, finalement, parce que le nombre d'emplois n'est pas forcément très élevé. Et puis, ces centres, ils peuvent aussi créer des pollutions locales. Donc, je vais passer la parole à Valérie qui peut nous en dire un petit peu plus. Non, c'est juste pour mentionner que dans le rapport du Haut Conseil pour le climat de cette année, les enjeux liés au data center sont abordés, notamment à l'angle de l'artificialisation des sols par rapport à la pression foncière, par rapport à ce qu'a introduit la loi de simplification qui ajoute une contrainte sur l'implantation de data centers par rapport aux ressources en eau, ce qui est important et ce qui n'était pas présent dans d'autres pays. Et puis le rapport mentionne aussi les autres implications potentiellement territoriales sur des implantations concentrées. Donc cela fait, c'est un des aspects abordés cette année. Merci beaucoup. Je crois qu'on va reprendre maintenant le cours de la présentation. Donc nous passons au chapitre 5 de notre rapport qui porte sur le cadre d'action publique et je passe la parole à Selma.
Oui, comme nous l'avions souligné, comme le Haut Conseil pour le climat l'avait souligné dans ses avis sur le projet, sur le plan national d'adaptation au changement climatique, sur la PPE et sur la SNBC, avec ces documents, les bases de la stratégie française pour l'énergie et le climat sont maintenant posées. C'est une bonne chose parce que ça donne de la visibilité aux acteurs, notamment dans la PNAC 3, la trajectoire, la track est fixée, est inscrite dans le code de l'environnement. Du côté de la PPE 3, elle fournit de la visibilité aux acteurs qui développent des énergies renouvelables, et ça, c'est une bonne chose. L'enjeu maintenant, c'est vraiment la mise en œuvre de cette stratégie, à la fois du PNAC 3, du SNBC 3 et de la PPE 3. Ce qui suppose, comme on va le voir, de mobiliser les financements nécessaires. Alors de ce point de vue-là, le plan d'électrification des usages qui a été présenté au mois d'avril à l'occasion de la réponse au choc sur les prix des énergies fossiles liés au conflit au Moyen-Orient est important parce qu'il renforce des leviers qui étaient identifiés dans la PPE et la SNBC, sachant qu'évidemment son impact réel dépendra des moyens notamment qui y sont réellement consacrés. Le Haut Conseil a consacré un rapport récemment à l'action climatique des collectivités territoriales et il a souligné que celles-ci ont un rôle majeur à jouer, mais que pour ça, elles ont besoin d'une part de marge financière, de soutien technique et en ingénierie, mais aussi de remettre en cohérence, de mieux mettre en cohérence leurs outils sectoriels et d'aménagement avec leurs objectifs climatiques. La planification écologique et la coordination ministérielle, qui sont assurées en France par le SGPE, ont vraiment montré leur efficacité lors du lancement de France Nation Verte en 2022 pour la préparation de la SNBC 3. Elles restent nécessaires aujourd'hui. Le SGPE doit être conforté dans ce rôle auprès du Premier ministre, parce que comme on l'a vu dans différents secteurs, les besoins supposent une coordination forte entre les différents ministères et les différents acteurs et une action dans la durée pour être crédible. Surtout dans un contexte où des tentations, disons, d'affaiblissement de certains dispositifs existent et constituent des alertes dans des projets de loi actuellement en discussion au Sénat, projet de loi d'urgence agricole notamment, mais ce n'est pas le seul cas, les reculs sur l'artificialisation des sols. Tout ça dans un contexte de polarisation très forte et croissante des débats, y compris au Parlement, et de pression de la part de lobbies hostiles aux politiques climatiques, ce qui nécessite de vraiment garder le cap, dans un contexte où il faut encore accélérer et changer d'échelle, comme on l'a souligné. Et ceci d'autant plus que les retards pris pèsent davantage sur les plus vulnérables et risquent d'entraîner des situations de verrouillage et aussi de maintenir des dépendances aux énergies fossiles, dont on a vu qu'elles fragilisent l'économie. On le voit particulièrement avec la fermeture du détroit d'Ormuz, qui pèse sur le pouvoir d'achat proportionnellement plus fortement pour les plus modestes, qui ont une part des dépenses d'énergie plus importante dans leurs revenus. Prendre en compte la justice sociale de la transition de façon plus large suppose 3 choses. D'abord, d'identifier les vulnérabilités au niveau des territoires. D'autre part, de renforcer le ciblage des aides, notamment des aides à l'accès aux véhicules électriques et aux rénovations vers les ménages modestes, qui sont le plus en difficulté pour atteindre ces alternatives. Et troisièmement, d'assurer l'accès à des solutions d'adaptation pour les plus fragiles. Et puis évidemment, il convient aussi de mettre en œuvre la politique en matière d'adaptation des emplois et des compétences, notamment dans l'industrie, ça a été mentionné. Les enjeux de la stratégie française énergie-climat, ils sont climatiques, mais ils sont aussi économiques, on l'a déjà dit. La dépendance sur les énergies fossiles importées
dont les prix sont soumis à des chocs, comme on le voit actuellement, est une fragilité économique, sans même parler des coûts induits pour la santé et donc pour les finances publiques également. Et de ce point de vue-là, dans un contexte de finances publiques contraintes, au-delà du seul levier budgétaire, il existe d'autres instruments, le rapport le rappelle, le signal prix évidemment, avec la fiscalité ou les quotas, notamment ETS2, et les réglementations qui sont très efficaces. On l'a vu par exemple dans les derniers mois dans le secteur des transports pour l'électrification des flottes, où il n'y a pas toujours besoin de soutien budgétaire. Ceci étant dit, la mobilisation du financement est incontournable, à la fois pour l'atténuation et pour l'adaptation. Il est nécessaire de doubler les investissements publics bas carbone et en même temps de diviser par 2 les investissements, les dépenses publiques carbonées, notamment les subventions aux énergies fossiles. Et pour atteindre nos objectifs, le rapport redit ce qu'on a souligné de nombreuses fois, c'est qu'un engagement sur une trajectoire pluriannuelle d'investissement public est nécessaire, que ce soit pour l'atténuation ou pour l'adaptation. Et donc, pour récapituler les nouvelles recommandations du HCC sur ces dimensions économiques et sociales, alors à court terme, dès le PLF 2027, il serait utile de dimensionner le fonds vert de façon à permettre aux collectivités locales de mettre en place les actions prioritaires d'adaptation. Dans la LPFP et dans la loi de programmation des finances publiques qui définit le cadre de finances publiques des prochaines années, il est vraiment important de prendre en compte l'augmentation nécessaire des besoins de financement, que ça soit dans l'adaptation ou pour l'atténuation. Il faut aussi, pour pouvoir aider les ménages très dépendants des énergies fossiles et contraints financièrement, il faut les identifier davantage et cibler davantage les aides à la transition vers ces ménages. Pour ça, on peut utiliser les prochaines COP régionales pour identifier la vulnérabilité des ménages qui sont très dépendantes, c'est très variable selon les territoires, et mobiliser les acteurs territoriaux de la formation et de l'emploi pour orienter les dispositifs vers les priorités des territoires, que ce soit en matière d'atténuation ou d'adaptation. Merci Selma. Donc, je vais passer à la dernière partie de notre rapport qui concerne la diplomatie climatique de la France, puisque le Haut Conseil pour le climat doit également évaluer dans quelle mesure la France respecte ses engagements européens et internationaux et faire des propositions. Donc, il faut tout d'abord rappeler que le cadre européen est vraiment essentiel pour la politique climatique française. Nous sommes inscrits dans un cadre européen. Il y a beaucoup de réglementations européennes en faveur du climat et c'est ce qui finalement oriente l'essentiel des politiques climatiques nationales. Ce cadre, il est pour l'heure maintenu, mais il y a un recentrage fort sur la compétitivité, sur l'industrie et il y a encore pas mal de défis qui se posent pour garantir une transition effective et juste. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a un effort pour stimuler l'innovation industrielle, pour stimuler une position compétitive de l'Union européenne dans une économie mondiale décarbonée. Ça peut passer par une série d'instruments qui sont nouveaux, qui visent en fait à protéger sur des filières essentielles les acteurs industriels européens. Il est indispensable de maintenir une architecture cohérente et robuste. Il y a 3 piliers finalement dans l'architecture européenne. Il y a les marchés carbone. Il faut dire que le SEC 1, c'est absolument l'intérêt de la France. Le SEC 1, c'est ce qui permet le modèle économique d'EDF, par exemple. On a besoin d'un prix de l'électricité qui soit soutenu par le mécanisme de tarification carbone. Aujourd'hui, c'est chahuté avec les fluctuations très rapides dans les prix des énergies fossiles. Il faut donc que le SEC 1 soit ajusté, qu'il soit aussi ajusté aux objectifs 2040, mais qu'il soit robuste. Donc ça, c'est, si vous voulez, les marchés carbone, c'est le premier pilier. Je vais revenir ensuite sur le SEC 2. Il y a un second pilier, c'est en réalité le partage de l'effort pour les secteurs qui ne sont pas dans les marchés carbone. Et le partage de l'effort, il faut aussi l'encourager. Il va y avoir des révisions. Et puis, il y a les objectifs dans le secteur des terres, le secteur UTCAT. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en 2026, on va avoir des discussions stratégiques sur l'ensemble de ces dimensions. Il est essentiel que la France porte l'ambition climatique parce que nous serons dans une période risquée pour l'architecture européenne.
Donc il est indispensable de maintenir cette architecture cohérente et robuste, d'aligner l'ensemble des politiques sectorielles et des instruments financiers sur les objectifs climatiques européens. Donc c'est bien une nécessité puisque nous avons un retard en matière d'investissement. Il faudrait de l'ordre de 880 milliards d'euros par an. Nous en sommes environ à 530 milliards d'euros. Donc il y a vraiment un retard et on a besoin d'accélérer aussi au niveau européen. Et ce qu'il y a devant nous, c'est très important, c'est l'accélération grâce au signal prix dans le secteur des bâtiments et des transports. C'est la tarification du carbone. Mais bien sûr, cette tarification, il faut qu'elle s'accompagne d'une protection sociale, d'une protection des ménages modestes. C'est l'enjeu que la France dépose assez rapidement son plan social pour le climat qui concerne ces secteurs. Et nous revenons dans le rapport avec des recommandations et des orientations pour expliquer l'importance de cet enjeu. Donc, éviter toute remise en cause structurelle de ce second marché carbone, privilégier également des mécanismes de lissage des prix via probablement la réserve de stabilité. Passons à l'international. On a eu une COP30 à Belém qui a tout de même préservé la quasi-universalité du régime issu de l'accord de Paris, malgré le retrait des États-Unis, qui a réaffirmé l'attachement des pays au multilatéralisme. Mais il est vrai que la COP à Belém a été bloquée assez largement sur le rehaussement de l'ambition en termes de baisse d'émissions. Elle a été bloquée sur la sortie des énergies fossiles, malgré les efforts de la présidence brésilienne. Et on peut dire qu'on a aujourd'hui une division de plus en plus forte entre des pays pauvres très vulnérables par rapport aux impacts du changement climatique qui demandent des soutiens internationaux pour l'adaptation. C'est une urgence absolue. Regardez ce qui se passe pour les petits États insulaires. Les difficultés de la communauté internationale dans un contexte de baisse de l'aide publique au développement à répondre à cette demande. Et du coup, un blocage puisque les pays fragiles disent nous ne sommes pas les grands émetteurs. Pourquoi est-ce que nous appuierions la baisse des émissions accélérées, donc la hausse de l'ambition climatique, si nous n'avons pas une contrepartie sur l'adaptation? Ça, c'est la situation. Et la COP31 va lancer le second bilan mondial qui permettra donc de voir qu'est-ce qui a été fait. Et elle constituera un test pour l'ambition de sortie progressive et coordonnée des énergies fossiles. C'était le sommet de Santa Marta lancé par la présidence brésilienne de la COP30. La France s'est exprimée de manière cohérente lors de ce sommet, mais il faudra s'efforcer d'utiliser notre diplomatie climatique pour trouver des alliances renforcées. Par ailleurs, la COP31, c'est une coprésidence avec l'Australie. Ça veut dire qu'il y a des événements de préparation dans le Pacifique et l'expertise de nos territoires ultramarins dans cette région du monde pourrait être valorisée à cette occasion. Donc, dans ce contexte qui est très difficile au niveau géopolitique, le monde est très fragmenté, il faut s'efforcer de trouver de nouvelles formes de coopération multilatérale, parfois en bloquant la nécessité d'un consensus avec tous les États. Les États pétroliers sont en train de tout bloquer. Donc, avoir un approfondissement de la coopération autour d'enjeux ciblés, à la fois de sortie des fossiles, d'innovation, de transition juste, mais aussi, et de manière centrale, de soutien aux efforts d'adaptation des pays les plus vulnérables. Il faut rappeler que l'observation de la Terre, les recherches en adaptation, en atténuation, c'est essentiel. C'est une coopération scientifique internationale qui constitue un levier important pour la stratégie diplomatique. Ça doit être soutenu, alors que, vous le savez, il y a de l'obstruction sur ces enjeux, notamment de la part de l'administration américaine. Et puis, la transition, c'est aussi des politiques industrielles, des stratégies d'investissement, une recomposition des chaînes de valeur, et c'est en lien avec les politiques commerciales qui peuvent être utilisées comme un levier d'influence externe. Nous proposons que, à l'instar de la France, l'Union européenne se dote d'un objectif de réduction de ses émissions importées qui permettrait de consolider son leadership climatique mondial et servir des ambitions de réindustrialisation et de souveraineté économique. Voilà, donc je passe maintenant aux recommandations et aux orientations pour vous dire que, comme chaque année, nous avons une série de recommandations, 41 nouvelles recommandations, donc le même nombre de recommandations qui sont réitérées, auxquelles le gouvernement répondra dans les 6 mois. Elles concernent l'efficacité des politiques climatiques et elles portent sur de nombreux aspects, vous aurez le détail dans le rapport, les actions d'adaptation, le diagnostic des vulnérabilités, le suivi des émissions, les secteurs, le cadre d'action publique, les enjeux économiques, les enjeux sociaux et la diplomatie climatique. Par ailleurs, et c'est la première fois que nous faisons ça,
Cette année, nous avons réfléchi à moyen terme. De quoi aurons-nous besoin en matière d'orientation structurante pour cet horizon 2030? Et nous avons défini 3 catégories d'orientation, des orientations sociales et économiques pour la protection de la population. Donc il s'agit de renforcer l'adaptation avec des modalités de solidarité nationale face aux pertes et dommages. Il s'agit de garantir l'accessibilité matérielle et économique de la transition avec les capacités qu'ont les ménages, donc protéger en particulier les plus vulnérables. Également, dans ces situations de hausse des prix, comme on les connaît maintenant, il faut pouvoir protéger les ménages contraints et précaires. Il faut investir évidemment dans les alternatives aux énergies fossiles. Enfin, nous considérons qu'il y a des blocages, cela a été expliqué, pour le système alimentaire. Il y a aujourd'hui des dommages très importants pour les agriculteurs par manque de résilience. On a une insécurité alimentaire qui s'est développée, donc ça n'est pas un modèle qui est juste. Et on a du retard dans la décarbonation. Ça n'est pas non plus un modèle qui évolue spontanément vers le bas carbone. Deuxièmement, nous avons des orientations pour l'investissement et l'innovation. On va dépendre complètement du prix de l'électricité si on arrive à décarboner. Donc il faut garantir un prix qui est relativement stable, valoriser les flexibilités, développer les stockages. Ensuite, il faut considérer comment on va mobiliser les investissements privés vers la transition par le signal prix, les garanties publiques, les contractualisations. Il faut bien sûr renforcer la souveraineté sur les technologies décarbonées qui seront clés, donc avoir une politique industrielle, commerciale et scientifique européenne cohérente. C'est évidemment beaucoup de diplomatie avec nos partenaires de l'Union qui n'ont pas toujours les mêmes objectifs que nous, et inclure la capacité d'agir dans les principes du financement des politiques climatiques. Nous voyons bien aujourd'hui que l'ampleur de l'effort nécessite une véritable solidarité nationale qui engage tous nos concitoyens. Enfin, 3 orientations pour la gouvernance. Consolider le cadre juridique français pour mieux atteindre l'objectif. Construire une doctrine de planification pluriannuelle, y compris budgétaire, c'est ce qui manque beaucoup, qui ancre une vision de long terme partagée. Et puis, pour que cela marche, il faut aussi de l'évaluation. Donc, poursuivre et renforcer l'évaluation des politiques climatiques par la Cour des comptes et par le Haut Conseil Climat, y compris sur le suivi de la programmation budgétaire. Voilà, je ne vais peut-être pas développer les orientations, vous les avez dans notre rapport, dans la section 5.4. Vous avez ici un exemple sur l'adaptation qui vous montre qu'il faut changer d'échelle sur la mise en œuvre, il faut avoir la capacité de gérer les crises, particulièrement en Outre-mer, renforcer beaucoup la prévention, se servir de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, mutualiser les pertes et dommages et rendre possible le rachat public de foncier. Et puis, sur l'accessibilité des offres, ce sont les 2 premières, on a des possibilités de mobiliser des architectures financières européennes. On faut changer d'échelle, par exemple, sur des dispositifs intéressants comme le leasing social, mais aussi le financement de la rénovation et les transports collectifs, les mobilités actives. Vous aurez plus de détails, bien sûr, dans le rapport. Et enfin, je voudrais vous annoncer que nous avons été saisis par le 5e Conseil de planification écologique d'une mission sur la place du fait scientifique, de la parole des scientifiques dans le débat public en matière de transition. Donc nous travaillerons sur cette saisine prochainement et je voudrais vous remercier pour votre attention. Et je crois que nous avons une nouvelle série de questions. Première série de questions, peut-être en continuité aussi avec le début de présentation, notamment sur les scénarios d'émissions, à savoir comment les enjeux démographiques sont-ils pris en compte dans ces scénarios. Autre question liée aussi peut-être à la première partie de présentation sur les projets de data center qui émergent sur le territoire métropolitain et une question consistant à mieux comprendre comment les évaluations sont faites sur la consommation en eau, en énergie de ces projets. Enfin, sur les sujets de biodiversité, de prise en compte de la protection du vivant, dans quelle mesure parvenez-vous à mobiliser, faire remonter concrètement les données en la matière et les analyses disponibles afin de sensibiliser le monde politique sur les actions à mettre en place? Oui, merci. Alors, vous voyez, la démographie, c'est l'un des facteurs qui est mobilisé dans la scénarisation qui est faite, par exemple, par la SNBC. Dans les modèles qui sont ajustés, on tient compte de l'évolution de la démographie. Et c'est
donc quelque chose qui est présent, qui joue à la fois sur les émissions territoriales, qui joue aussi sur l'empreinte, qui joue bien sûr sur la demande. Et comme on le montrait dans l'un des graphiques, sur la période de 10 ans qui s'est écoulée depuis l'accord de Paris, on a dans certains cas un poids de la démographie sur l'augmentation de la demande qui est tout à fait visible. Donc c'est bien une des dimensions. La dimension qu'on n'a pas forcément suffisamment analysée, je pense que ça pourrait nous mobiliser peut-être au cours des prochaines années, c'est de comprendre les implications du vieillissement de la population dans les changements des besoins et de la demande, peut-être dans les changements des modes de vie et donc les implications pour les secteurs. Ça, c'est probablement quelque chose qui a été regardé par la SNBC, mais sur lequel on devrait sans doute aller un petit peu plus loin. Voilà. Sur la seconde question, donc on revient au centre de données. On vous a déjà indiqué comment c'était pris en compte dans les grandes lignes dans notre rapport, mais nous avons en particulier quelques recommandations. Je vais passer la parole à Valérie pour les rappeler. Donc spécifiquement sur le secteur du numérique, une des recommandations du rapport de cette année dans le chapitre 3, c'est d'améliorer le dispositif de suivi des impacts environnementaux du numérique, notamment les émissions de gaz à effet de serre territoriales et importées, qui sont d'ailleurs à intégrer dans la SNBC 3, ce qui est une avancée que nous soulignons. Travailler avec les producteurs de données pour fiabiliser et harmoniser l'estimation de l'impact des centres de données, y compris sur la consommation d'électricité. Donc c'est une de nos recommandations. Merci. Et je passe la parole à Paul sur la protection du vivant. Donc, dans nos rapports passés, on a toujours fait un effort de regarder les liens biodiversité-climat. On a fait encore plus d'efforts dans notre évaluation cette année. Et donc, vous allez trouver dans le chapitre 5 une analyse de cohérence entre la stratégie nationale pour la biodiversité et l'ensemble des stratégies pour le climat, la SNBC 3, le PNAC sur l'adaptation et le PPE. La deuxième chose qu'on a fait, c'était de faire l'analyse du plan national de restauration de la nature et ses liens avec le changement climatique. Et donc, ce qu'on constate est que, par exemple, sur le statut national sur la biodiversité, il y a, pour une certaine partie, des cohérences assez fortes avec la stratégie nationale sur le climat, mais il reste des incohérences relativement importantes. De même pour le plan national de restauration de la nature, comme on a présenté tout à l'heure, on peut imaginer que pour les zones humides, par exemple, qu'il y a une vraie ambition pour la conservation et la restauration des milieux humides. Il est assez faible en termes d'ambition dans le plan national de restauration de la nature, et on voit à tel point que ça peut aussi avoir un effet négatif sur la biodiversité, mais aussi sur le stockage de carbone, parce que c'est des milieux qui stockent énormément de carbone, et en plus sur d'autres services qui sont rendus par les écosystèmes, par exemple la gestion de l'eau à la fois en termes de quantité et de qualité. Donc on commence à faire cette analyse croisée de plus en plus dans le rapport, et l'année prochaine, on compte aller plus loin dans cette analyse croisée biodiversité, climat, et les autres secteurs aussi, santé, eau et autres. Merci Paul. On peut prendre plusieurs questions. Il y a une petite demande de complément sur le volet eau des data centers, donc à voir si vous voulez préciser. On a aussi une question sur le fonctionnement des centrales nucléaires en période de forte chaleur, notamment quelle est la capacité réelle des centrales nucléaires à fonctionner lorsque la température de l'eau est supérieure à 28 degrés, renvoyant effectivement aux enjeux de refroidissement et les risques de mise à l'arrêt de certains réacteurs pendant les périodes de canicule. C'est une question. Ensuite, on a des questions plus générales, notamment sur la manière dont on fonctionne, dont le HCC procède pour que tous ces enjeux soient bien à l'agenda des futures élections. Une question sur nos recommandations qui nous semblent, notamment de nos rapports précédents, à quel niveau elles sont prises en compte et comment on estime que c'est satisfaisant, comment on procède dans cet exercice. Enfin, une
dernière question, mais peut-être qu'on aura d'autres questions plus techniques sur lesquelles on pourra revenir. Dans un contexte d'élection présidentielle à venir, où plusieurs postures évoquent la suppression de nombreux organes, agences de l'État, comment protéger la pérennité de ce type de travaux? Merci. Alors, sur ces questions, peut-être qu'on peut d'ailleurs les regrouper, c'est-à-dire en fait l'enjeu de l'eau par rapport au data center, mais aussi pour le nucléaire. Et puis de manière plus générale, la gestion intégrée de l'eau, qui est un problème majeur avec l'augmentation des impacts du changement climatique. Donc on peut, vous voyez, avoir une analyse qui est un petit peu intégrée. On peut dire qu'il y a aujourd'hui non seulement une baisse de la quantité d'eau utile, et ça c'est directement lié à l'augmentation de l'évapotranspiration qui résulte du réchauffement. Donc on a une baisse de l'eau qui est utile, qui peut partir dans les cours d'eau, qui peut rester dans les sols. Et cette ressource est évidemment extraordinairement précieuse. Nous sommes dans un contexte d'augmentation de la variabilité climatique qui accompagne le réchauffement, ce qui veut dire que, évidemment, on pourrait beaucoup simplifier en disant on va avoir des étés secs et puis on aura peut-être des pluies intenses en hiver et on pourra peut-être faire du stockage, mais ça n'est pas quelque chose qui est exact. On a dans tous les scénarios, c'est le cas dans Explore 2, c'est le cas dans les travaux des climatologues actuellement, la démonstration qu'il est tout à fait possible que l'on ait une succession d'années très sèches et puis à un autre moment, peut-être des pluies prolongées tout à fait importantes. Donc si on a une très forte variabilité, ce qui souligne la nécessité d'une gestion robuste de l'eau, ce qui souligne la nécessité d'une gestion intégrée de l'eau pour satisfaire un ensemble d'usages, et ce qui veut dire aussi qu'on a besoin d'une gestion territorialisée avec la prise en compte de l'ensemble des besoins. Donc ça, c'est un petit peu l'introduction. Si l'on revient sur ce que l'on vit en ce moment avec les canicules, il y a en effet fermeture de certaines centrales nucléaires, et puis le risque, il est aussi à regarder du côté du nouveau nucléaire qui est prévu. Je passais la parole à Gonéry sur ce point. Oui, merci. Ça marche, ça ? Oui. Alors, merci. Effectivement, dans le rapport, on a plusieurs aspects en fait, sur l'adaptation, sur les aspects nucléaires. Et la première chose, c'est qu'on reconnaît que c'est quand même un secteur sur lequel le sujet de l'adaptation est pris au sérieux. Et d'ailleurs, l'évaluation, elle est plutôt assez positive. En fait, il y a notamment un plan côté EDF, là, récent. Mais la deuxième chose, c'est que on voit bien qu'il y a deux cas. Il y a le cas des rivières, il y a le cas du niveau de la mer. Sur les rivières, effectivement, les sécheresses rendent plus difficile la gestion du parc nucléaire, notamment en circuit ouvert. Que en fait, une des conditions pour que le parc nucléaire puisse continuer à fonctionner, en fait, pour les 10 prochaines années et peut-être au-delà, il faudra voir. Ça va être un renforcement de l'adaptation. Et en fait, le nouveau nucléaire est particulièrement sensible parce que lui, en fait, il va être prévu pour fonctionner à l'horizon 2100, voire peut-être un petit peu au-delà. Et là, il y a des questions en fait sur la question de l'élévation du niveau de la mer. Et sur la question de l'élévation du niveau de la mer, on sait très bien qu'on a une grosse incertitude sur l'Antarctique, en fait, qu'est-ce qui va devenir de l'Antarctique. Et on a une recommandation de compléter la trajectoire d'adaptation au changement climatique actuelle, donc qui nous mène vers 3 degrés global en 2100, 4 degrés France, par un scénario plus pessimiste, qui correspondrait par exemple à un effondrement de l'Antarctique, qui pourrait nous amener bien au-delà du mètre en 2100. De certains secteurs de l'Antarctique, tout à fait. Excusez-moi, je raccourcis n'étant pas glaciologue. Et effectivement, en fait, voilà. Donc cette recommandation, elle est cohérente en fait avec des stress tests qui se font au niveau des infrastructures critiques aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, et puis également en fait qui sont recommandés au niveau de l'European Advisory Board on Climate Change. Oui, merci. Alors après, on a une série de questions, évidemment, que je comprends, qui sont liées au cycle politique, aux prochaines élections présidentielles. Alors, restons déjà sur la pratique qu'a le HCC cette année, c'est-à-dire que nous émettons des recommandations. Ces recommandations sont analysées par le secrétariat général à la planification écologique, qui coordonne en fait la réponse de l'ensemble des ministères et qui indique les domaines dans lesquels, selon eux, il y a eu une action du gouvernement qui répond à la recommandation,
ou bien des travaux qui sont en cours, qui permettraient de répondre dans un certain temps. Et puis, il nous explique aussi les recommandations pour lesquelles il y a un accord de principe avec le gouvernement et les recommandations que le gouvernement ne partage pas. Voilà, donc ça, c'est le mécanisme que nous avons. Et lorsque nous estimons que la réponse du gouvernement a été suffisante, qu'il y a bien des éléments pour penser qu'une action est engagée, nous ne réitérons pas notre recommandation. À l'inverse, si la réponse est jugée collectivement par le Conseil climat comme n'étant pas convaincante, n'étant pas suffisante, dans ce cas-là, nous réitérons notre recommandation, souvent, disons, en l'adaptant, parce qu'il y a toujours des évolutions d'une année à l'autre, donc on peut aussi adapter un peu notre recommandation. Ce mécanisme, évidemment, il n'a peut-être pas une efficacité complète, vous le comprendrez, mais on pourrait vous donner toute une série d'exemples où des recommandations qui avaient été faites par le HCC ont bien été prises en compte et ont bien donné lieu à des actions dans différents domaines. Si vous voulez, on a cité à l'instant la question de l'empreinte. Le fait d'avoir une recommandation pour qu'on prenne un objectif de réduction de l'empreinte carbone de la France dans la stratégie nationale bas carbone, eh bien, c'est une idée qui a fait son chemin, et qui est maintenant tout à fait intégrée dans la stratégie nationale. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va un petit peu plus loin. On dit, oui, mais il y a un petit problème de méthodologie. Il faudrait que vous améliorez la méthodologie parce que, par exemple, vous ne prenez pas la déforestation importée. Donc, vous voyez, il y a ce mécanisme d'itération. Je prends juste cet exemple. Je ne veux pas... ce serait trop difficile de vous donner le panorama complet, mais vous voyez qu'il y a, par ce mécanisme itératif, des améliorations progressives. Évidemment, le verre peut être jugé à moitié plein, à moitié vide. On pourrait dire ce serait bien que ce soit beaucoup plus réactif, etc. Mais il y a un mécanisme qui a fait preuve d'une certaine effectivité. L'enjeu que nous analysons, c'est que cela risque de ne pas suffire. Autrement dit, les défis climatiques augmente année après année, il y a l'accélération des impacts, il y a le besoin d'accélérer la décarbonation, et il nous semble que le paquet de politiques climatiques dont dispose la France aujourd'hui va à un moment donné être insuffisant. C'est pour ça que, au-delà de ce qui est proposé par l'Union européenne, qui est tout à fait important, nous le soulignons dans chacun de nos rapports, il faut que la France traduise ce qui est fait au niveau européen et s'engage sur les orientations pour accélérer. Et bien au-delà de ça, nous soulignons qu'il peut être nécessaire d'avoir des nouvelles orientations structurantes pour les politiques publiques nationales. C'est ce que vous trouverez dans notre rapport. Bien sûr, nous les mettons au débat. Ça n'est pas à nous de prescrire les politiques publiques de la France. Ce serait très exagéré. Mais nous y avons réfléchi et nous faisons un certain nombre de propositions sous forme d'orientations structurantes que nous souhaitons porter au débat. Voilà, je crois, ce que l'on pouvait dire. Est-ce qu'on a le temps pour encore quelques questions ? Oui, on a une dernière question sur les enjeux relatifs aux conditions de travail des personnes dans les différents secteurs économiques étudiés et notamment quelles sont les propositions que le Haut Conseil pour le climat est amené à faire face à la hausse des températures et la mise en danger possible en termes de santé. Et notamment, comment faire évoluer la législation ou la réglementation dans les droits et devoirs au travail dans la société civile. Oui, merci. C'est une question importante, bien sûr. On peut dire qu'il y a déjà eu un décret qui a permis d'améliorer tout de même la situation. Je crois qu'il y a eu cet été des contrôles. Donc, la prise en compte de cette dimension est renforcée. Mais c'est toujours pareil, comme les canicules sont de plus en plus sévères, ça risque de ne pas suffire. Et puis, vous voyez, ce que l'Organisation mondiale de la santé recommande, c'est de prendre en compte non seulement la température, mais de prendre aussi en compte l'humidité de l'air, parce que les dommages pour la santé sont encore bien plus graves avec un air humide qu'avec un air sec. Il y a la métropole, il y a l'Hexagone, mais il y a aussi l'outre-mer. En outre-mer, vous avez des chaleurs humides. Donc il est important que la réglementation pour le travail tienne compte aussi de ces indices combinés température-humidité. Donc là, c'est une recommandation que nous faisons pour améliorer la situation de ce point de vue.
Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres points là-dessus. Ça va? Oui. Je voudrais juste compléter en disant que il y a la réglementation pour le travail, mais finalement, les gens qui travaillent sont aussi dans les transports, ils sont aussi dans des logements, et c'est bien sûr l'ensemble qu'il faut améliorer. Donc nous avons aussi dans notre rapport des recommandations qui ont été expliquées déjà sur les logements décents pour éviter que l'on puisse louer ou qu'il n'y ait pas de travaux dans des logements qui peuvent monter à 45 degrés et au-delà, ce qui est complètement déraisonnable. Et c'est pareil pour les transports. On a absolument besoin d'adapter les transports en commun pour que, disons, on ait de ce point de vue-là une meilleure résilience. Donc voilà, la question du travail, c'est aussi la question de l'ensemble des progrès dans l'ensemble des domaines. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter. Et donc, je voudrais vous remercier, très sincèrement, nous voudrions vous remercier pour votre attention.